voilà exactement ce qu'il a dit, le président ukrainien. Au cours de la toute première rencontre avec le président de la Russie, je suis prêt à soulever ces questions. Il parle donc de ces deux territoires, le Donbass et la Crimée. Elles sont pertinentes, elles sont importantes pour nous au sujet de ces territoires occupés. C'est une très grosse ouverture quand même. Ah oui, puisque c'est évidemment l'alpha et l'oméga des Russes au départ. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est ce qu'ils nous ont vendu au départ. Est-ce que ça suffira ? C'était effectivement la raison pour laquelle les Russes ont envahi l'Ukraine. Enfin, une des raisons, mais c'était vraiment celle qui était la plus importante. Donc, si Volodymyr Zelensky est prêt à céder sur les deux fameuses républiques autoproclamées russophones et que lui, d'un autre côté, il réussit justement à préserver quand même l'immense majorité de son pays, parce que quand on a vu le 24 février qu'en fait les Russes attaquaient de toutes parts, on a pensé qu'ils allaient essayer effectivement d'envahir toute l'Ukraine et, comme vous le disiez, prendre le centre de gravité qui en l'occurrence c'est Kiev. Maintenant qu'on se rend compte que c'est à peu près du domaine de l'impossible, pour les Ukrainiens, s'ils réussissent à avoir effectivement l'immense majorité de leur pays qui reste entre leurs mains, ce sera une victoire donc, qui leur permettra de sortir la tête plus que haute du conflit. Et en même temps, Vladimir Poutine pourra quand même dire, notamment s'il réussit à réduire le fameux bataillon Azov à Mariupol, il pourra dire, voilà, j'ai dénazifié l'Ukraine et en plus j'ai défendu les russophones. Mais général, ça ne va pas régler le problème de Vladimir Poutine. C'est vrai qu'au début, c'était ça l'idée, c'était de récupérer le Donbass et donc la Crimée de le confirmer. Mais en fait, ça ne va pas régler son problème de voir l'OTAN se rapprocher de lui, finalement, Vladimir Poutine. Non, bien sûr que non. On voit bien que Poutine avait d'autres ambitions que le Donbass et la Crimée, bien entendu. Bon, la Crimée, il a toujours considéré que c'était un fait acquis, que c'était un fait accompli, mais que le Donbass aussi, il entretenait cette plaie au flanc de l'Ukraine et au flanc de l'Occident, en permanence, de manière justement à créer cette tension permanente entre, il faut bien le dire, entre la Russie et l'Europe. C'est parce que c'est ça le problème de fond, c'est que on connaît l'ambition de Poutine, c'est-à-dire au fond de défier l'Occident, enfin, au moins le continent européen, les pays européens, de manière parce qu'ils ne supportent pas ces démocraties qui sont à ses portes. Donc c'est pas simplement un problème d'empire, comme on le dit fort justement, d'empire russe, etc., de reconstitution de l'empire tsariste. C'est aussi un problème de démocratie, d'affrontement entre deux modes de vie, deux types de sociétés. Et malheureusement, Vladimir Poutine n'a pas beaucoup de scrupules dans la poursuite de ses objectifs. Donc le problème des négociations, c'est ça. On voit bien que Zelensky, comme dans toute bonne négociation, est prêt à faire des concessions. Mais on voit encore pas très bien quelles sont les concessions auxquelles Vladimir Poutine est prêt. Alors parce que c'est ça, en fait, il y a effectivement cette proposition de Volodymyr Zelensky qui dit il faut un couvre-feu d'abord, un cessez-le-feu d'abord, évidemment. Mais il y a en même temps, en parallèle, il ne sort pas de nulle part. Il y a des négociations qui se passent sous le niveau de la mer, quand même. Oui, bien sûr. On sait qu'il y a des émissaires même qui vont à Moscou et qui discutent avec la garde rapprochée de Vladimir Poutine, qui avancent des propositions, qui retirent celles qui ne fonctionnent pas du tout, qui en soumettent de nouvelles, qui les rédigent d'une manière différente, etc. Mais je pense que de toute façon, au-delà de ça, à terme, les Occidentaux et les Russes, sous un format qui restera peut-être à déterminer, mais vont devoir parler de la sécurité en Europe, des problèmes de désarmement, parce qu'on voit, par exemple, Donald Trump était sorti en 2019, je crois, du dernier accord de désarmement avec la Russie, et on se retrouve aujourd'hui avec une Russie qui a des missiles hypersoniques, qui a du nucléaire, etc. On voit bien que là, on est toujours sur une espèce de ligne de crête, où on a quand même un peu peur tous les jours que ça dégénère complètement, et on parle là d'armes nucléaires. Donc à terme, sûrement pas demain matin, mais c'est ce dont il va falloir parler, du désarmement, éventuellement de la dénucléarisation, remettre tout ça sur la table, parce que sinon, demain, après-demain, une crise similaire pourra se reproduire. Donc tout le monde sait qu'aujourd'hui, on est vraiment à un tournant de l'histoire et qu'il faudra aborder ces sujets-là. Et que ça ne concerne pas uniquement l'Ukraine, évidemment. Je salue Jean de Glignasty qui vient de nous rejoindre. Je crois que vous étiez bloqué dans les bouchons. Ancien ambassadeur de France à Moscou. On va voir juste quelques secondes avant la pub, mais c'est ça aussi, c'est que ça ne concerne pas que l'avenir de l'Ukraine, cette affaire-là. De toute évidence, ce que vous avez dit est parfaitement exact.
c'est l'occasion, ou jamais malheureusement, hein, parce que c'est une occasion tragique, mais d'arriver à cette architecture de sécurité que le président Macron avait mis sur la table, que le président Medvedev avait proposé en 2008 aussi déjà. Et donc, il faut profiter à quelque chose, malheur est bon, désastre est bon, et de construire quelque chose. Dans la proposition russe de traité qui avait été présentée le 17 décembre, il y avait 3 volets. Il y avait un volet désarmement conventionnel, un volet désarmement nucléaire et un volet OTAN, si je puis dire. Pas d'OTAN, pas de base. Et en fait, on va être obligé de traiter ces questions. Et ouais, c'est